L'idée de cet atelier, c'est de pouvoir discuter de la situation politique en Argentine comme le dit le topo. Mais on va essayer de vous expliquer un petit peu comment Milei arrive au pouvoir et qu'est-ce qui explique en fait l'émergence du phénomène Milei. Et après, donner quelques clés de compréhension de la situation politique en Argentine, mais surtout de la politique que mène notre organisation sœur qui s'appelle le PTS, le Parti des travailleurs socialistes, en Argentine, et de voir un peu quelles sont les tâches de ce point de vue des révolutionnaires en Argentine. On va faire un truc qui ne va pas être trop long, parce que aussi l'idée, vu que on sait que pas mal de camarades et de sympathisants ont suivi la situation politique en Argentine du fait de l'élection de Milei, mais y compris du fait des différentes premières secousses qu'il y a eu de lutte pour lesquelles on avait fait, y compris des rassemblements de solidarité. On avait pas mal couvert la situation avec RP. L'idée, c'est qu'aussi la discussion et le topo, ils servent à dialoguer un peu avec vous. C'était quoi votre question et vos interrogations par rapport à la situation là-bas et tout. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, des avis et des interrogations. Donc je vais laisser la parole à Julien qui va donner un contexte plus général pour situer l'Argentine, et ensuite j'interviendrai. Oui, l'idée de ce petit atelier, c'est de faire surtout une discussion, notamment pour tous les camarades qui veulent connaître un peu plus non seulement l'intervention internationale, mais particulièrement en Argentine où il y a une principale organisation au sein de la fraction trotskiste, dans un pays où vous avez dû le suivre, donc il y a une situation qui est assez convulsive d'un point de vue en tout cas du régime, de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, avec un discours extrêmement radical, etc. Et donc en fait, l'idée de ce topo, c'est un peu de pouvoir discuter aussi de votre compréhension de la situation, de la compréhension du rôle du PTS en fait, et de ce que peut essayer de faire l'extrême gauche dans la situation qui se déroule actuellement. Déjà pour donner quelques éléments de caractérisation par rapport à la place de l'Argentine et on va dire ce qui structure beaucoup les relations politiques et sociales entre les classes en Argentine. La première des choses, c'est de placer le pays comme un pays, on va dire, la périphérie capitaliste, avec une place quand même assez importante d'un point de vue de la production, notamment agricole, de soja, etc., mais aussi avec une classe ouvrière très importante dans le continent. C'est un des pays les plus industrialisés du continent, avec le Brésil notamment, et donc où une classe ouvrière historiquement très puissante s'est constituée, notamment du fait en fait de chaînes de production qui sont construites ou par des grandes entreprises internationales ou par des entreprises locales, etc. Et avec la contradiction intrinsèque à ce pays qui est que d'un côté il y a une classe ouvrière très forte et très importante, et de l'autre une bourgeoisie qui elle est assez faible, étant donné qu'elle est assez restreinte et qu'elle a des contradictions importantes sur lesquelles on reviendra, et que ça crée, on va dire, une situation permanente dans laquelle en fait cette bourgeoisie donc a dû réfléchir constamment au cours de son histoire à comment contenir la classe ouvrière comme un sujet politique qui pouvait, étant donné ses forces politiques et sociales, qui pouvait jouer un rôle de rupture dans la société. Et en ce sens-là, je vais commencer un peu parce que pour pouvoir avoir une discussion claire, etc., il y a un courant poétique qui est extrêmement important en Argentine, mais qui est un peu quelque chose de bizarre pour quand on est en France, pour essayer de comprendre la situation politique argentine, c'est le péronisme, qui vient un peu s'insérer dans cette contradiction entre une bourgeoisie assez faible et une classe ouvrière très importante, et qui en fait est un courant qui a émergé notamment en tant que courant de contention. C'était d'ailleurs Juan Domingo Perón, c'était un militaire, un général argentin, qui avait notamment une expérience en fait en Italie, dans l'Italie fasciste de Mussolini, qui avait observé l'utilisation des masses en politique et le rôle potentiel de la classe ouvrière comme sujet disruptif dans la situation politique. Et donc Perón, quand il rentre en Argentine à la fin des années 40, la question, enfin au milieu des années 40, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir contenir cette classe ouvrière massive qui est en plus à ce moment-là en train de se constituer, notamment à travers des premiers syndicats, etc. etc. Et donc le péronisme est né à la fois d'un programme profondément bourgeois de gestion du capitalisme en Argentine, mais qui devait donner des gages à des secteurs de la classe ouvrière pour pouvoir se positionner vis-à-vis de la pression de l'impérialisme sur la région, etc. Mettez-vous dans le contexte aussi qu'il y a une crise de l'impérialisme anglais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une composition de l'impérialisme américain comme la principale puissance mondiale, et donc
un peu dans cet interrègne entre anglais et américains. Vous voyez, quand vous êtes un pays avec une classe ouvrière aussi forte, une bourgeoisie faible, et en plus votre impérialisme est en train de connaître une mutation, les pays qui vous dominent en tout cas changent, ça crée un peu une situation où la classe ouvrière peut s'insérer. Et donc Perón vient, on va dire, tenter de stopper cette situation, tenter de stopper la dynamique de la lutte des classes en Argentine, en incorporant les directions syndicales dans l'État. En fait, toute la préoccupation du péronisme, c'est comment est-ce qu'on intègre la classe ouvrière dans l'État. Et ça, c'est ce qui va, vous allez le voir en fait dans les différentes décennies qui ont eu lieu, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail, hein, c'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, mais c'est pour essayer de donner un élément de contexte important. Mais si on devait définir le péronisme, voilà, on devrait le définir comme un courant politique bourgeois qui a un ancrage très profond dans la classe ouvrière et qui, en fonction de la situation, oscille entre d'un côté contenir la classe ouvrière pour éviter des situations révolutionnaires trop importantes, et de l'autre, quand c'est nécessaire, participe à écraser la classe ouvrière comme il l'a fait en fait au cours de son histoire, parce que voilà, et c'est pour ça que le péronisme, quand vous suivez un peu depuis la France, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il y a des péronistes de droite, des péronistes de gauche, etc. En fait, ça s'explique un peu par cette contradiction, quoi. Et en fait, en face du péronisme, il y a une droite plus traditionnelle qui, elle, est constituée autour de secteurs très concentrés du patronat et qui voilà, en fait, qui joue un rôle, qui a joué un rôle à chaque fois que le péronisme n'est plus en capacité de jouer son rôle de contention ou d'écrasement de la classe ouvrière en fonction de la situation, la droite donc passe par une proscription du péronisme, passe par un renforcement de politique de droite, du renforcement de l'État, etc. Et c'est ce qui a, pour contextualiser encore une fois, donné lieu à l'écrasement de secteurs entiers de la classe ouvrière dans les années 70 à travers la dictature civico-militaire de la junte de Videla, etc., qui a fait disparaître notamment 30 000 militants et qui est considéré aujourd'hui en Argentine comme une forme de génocide politique. Ce qui est une catégorie qui n'est pas trop utilisée en général dans le monde, mais qui est utilisée en Argentine. Et donc voilà, tout ça pour déjà se donner un peu cet élément de contexte, je pense, pour essayer de comprendre le panorama politique historique dans le pays. Je ne sais pas si c'est clair pour l'instant, ça va. Et donc, comprendre ça, c'est aussi comprendre que je fais un peu des sauts historiques et puis voilà, si vous avez des questions, on en discute après, etc. Mais pour essayer de comprendre la situation politique actuelle, il faut la penser comme une situation qui est très structurée par, dès le début des années 2000 à aujourd'hui, différentes périodes politiques de lutte des classes et de va-et-vient de l'intégration des masses dans l'État qui a été jouée par le péronisme. En 2001, il y a une crise politique et une crise économique qui est profonde. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la crise de 2001 en Argentine, qui donne lieu d'ailleurs à plusieurs journées révolutionnaires pendant décembre 2001, qui est une situation, en gros, pour résumer en très vite fait, où tous les petits épargnants, tous les gens qui ont une petite épargne de côté, etc., en fait, apprennent du jour au lendemain, au milieu d'une crise économique, d'attaque néolibérale profonde de l'État, etc., que en fait, ils ne peuvent plus accéder à leur épargne, qu'elle a été gelée, cette épargne, et qu'elle a été prise par les banques. Un truc qui est assez impressionnant quand vous allez à Buenos Aires, par exemple, c'est que vous avez encore devant les portes des banques, comme traumatisme de la crise de 2001, des portes d'acier qui étaient mises en place par les banques à l'époque, et vous voyez des impacts de marteau sur les portes des banques, parce que les gens allaient devant les banques pour essayer de demander leur argent et essayer de défoncer les portes en acier. Donc cette crise politique profonde, cette crise révolutionnaire où les masses sont vraiment entrées dans la situation politique, ont ouvert une crise de l'ensemble du régime et où se criait comme slogan « qu'ils s'en aillent tous », toutes les couches de la direction politique du pays à cette époque-là, a ouvert un cycle, on va dire, où toute la classe politique d'après 2001 a eu pour préoccupation, c'est construite, on va dire, à partir de cette crise. D'un côté, ce qui était le kirchnerisme, de Nestor et Cristina Kirchner, qui est en gros une forme de péronisme revival 2001, quoi, et de l'autre, la droite qui s'est constituée autour de Mauricio Macri. Donc voilà, c'est un peu les deux principales figures qui étaient à l'époque, en gros le kirchnerisme et l'anti-kirchnerisme, quoi. D'un côté, un secteur qui cherchait à fermer la crise de 2001
en profitant de la croissance économique du pays, parce qu'il y avait le pays exporte beaucoup de matières premières, il y avait une explosion du cours des matières premières, donc en fait ça a permis à l'État de pouvoir donner quelques garanties à la société. Jamais quelque chose qui a rattrapé l'avant-crise, mais en tout cas qui a permis de réaméliorer un peu les conditions de vie d'une grande majorité de la société. Et de l'autre, même si la précarisation a continué, le paiement de la dette externe a continué, etc. Et de l'autre, un courant anti-kirchneriste qui était la concentration la plus importante du capital argentin, qui est un club de patrons en gros qui se réunissait, qui disait il faut qu'on se prépare à prendre le pouvoir à un moment et en finir avec toutes les conquêtes qui sont en train d'être données par le kirchnerisme, quoi. Enfin en tout cas arrachées par les masses et que le kirchnerisme était obligé de concéder. Et donc cette crise politique de 2001 à, allez, on va dire, l'arrivée de Milei au pouvoir, elle a été constituée par ces deux organisations politiques, par ces deux courants politiques-là, quoi, le kirchnerisme et l'anti-kirchnerisme. Le problème, c'est que depuis 2017-2018, on va dire, l'Argentine a recommencé à traverser une crise économique très profonde, qui s'explique par un ensemble de facteurs sur lesquels je ne vais pas revenir, mais qui a des conséquences concrètes sur la population, notamment une inflation énorme. Vous avez peut-être vu, c'est un des pays avec le plus haut taux d'inflation. Je crois qu'ils ont dépassé le taux d'inflation du Venezuela. Antoine, peut-être tu me corrigeras, mais je crois que c'est ça. Donc c'est 200% d'inflation sur les 2 dernières années, etc. Et donc un profond ralentissement de cette amélioration des conditions de vie et même une dégradation profonde des conditions de vie de la population. Ce qui a abouti donc à plusieurs phases, après un gouvernement kirchneriste d'abord, puis un gouvernement macriste ensuite, à l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Alberto Fernandez, qui a été le gouvernement qui a précédé l'arrivée de Milei au pouvoir. Et donc tout ça, c'est très important parce qu'il faut comprendre que le kirchnerisme, que ça a été de Nestor, Cristina Kirchner, puis Alberto Fernandez, donc 3 variantes un peu du péronisme, chacun à leur sauce, n'ont eu que pour objectif, en tout cas les 2 premiers, de réintégrer les masses dans l'État, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mouvement insurrectionnel comme on avait connu en 2001, etc., notamment avec l'appui énorme des bureaucraties syndicales, et l'arrivée de Alberto, et qui est passé par une situation économique qui ne s'est pas forcément améliorée sur les dernières années. Ils ont connu la crise de 2008, la crise de 2015, etc. Et donc, Alberto Fernandez, quand il arrive au pouvoir, ce qu'il promet en 2019, pardon. Quand Alberto Fernandez arrive au pouvoir en 2019, ce qu'il promet à la population en Argentine, c'est une amélioration générale des conditions de vie malgré la crise. Il dit, en gros, le slogan qu'utilisaient beaucoup les péronistes à cette époque, c'est l'asado, le barbecue, quoi, va revenir. On va faire revenir le barbecue. Donc c'était un peu ce truc-là. Bon, vous connaissez l'amour des Argentins pour la viande. C'était un peu le slogan qu'utilisaient beaucoup les péronistes à l'époque, quoi. On va en finir avec la pauvreté, on va en finir avec le patriarcat. Les mouvements, Alberta reviendra dessus ensuite, les mouvements féministes, ils disaient Alberta, pour pas dire Alberto, avait dissous le patriarcat en Argentine, notamment à travers la mise en place de la loi sur l'IVG, etc., etc. Donc voilà, un ensemble de promesses en fait qui étaient extrêmement importantes de la part du gouvernement d'Alberto. Et il arrive au pouvoir, il gagne, je crois, à 60% des élections. Hein. C'est vraiment, il écrase Mauricio Macri qui était vraiment la droite, etc. Et donc Ces espoirs qui ont été construits, on va dire, par le gouvernement d'Alberto, ils vont connaître très vite un choc de réalité qui est que le pays est entré dans une crise économique profonde avec un renforcement, y compris des offensives de l'impérialisme et américain et du FMI à l'époque dirigé par Christine Lagarde, que vous connaissez peut-être, etc. Et donc, le gouvernement d'Alberto Fernandez, en réalité, c'est pas seulement un gouvernement de la déception, c'est un gouvernement d'une profonde frustration pour la majorité de la population, et notamment une partie en particulier de la classe ouvrière. Parce que voilà, on a assisté à un phénomène un peu de fragmentation en plein de secteurs de la classe ouvrière. Et dites-vous, face à une crise, en fait, vous avez des directions syndicales qui sont très importantes. Je crois que c'est 40% des populations qui est syndiquée en Argentine, hein, sachant qu'il y a la moitié des travailleurs qui sont informels. Donc en fait, ça veut dire que la quasi-totalité des travailleurs qui sont syndiqués, qui sont formels, sont syndiqués. Voilà, pour vous donner un peu une idée. Ces bureaucraties syndicales très fortes face à la crise, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont temporisé et fait en sorte que les secteurs qui étaient le plus accommodés entre guillemets par la situation économique, quoi, ne souffrent pas trop de la crise. Par contre, les secteurs informels de l'économie informelle, les secteurs
des nouvelles applications, les secteurs qui connaissaient une précarité très importante, etc., n'ont vu leur situation que se dégrader, très profondément se dégrader. Et donc ça a donné un phénomène, en fait, dans laquelle, dans 4 ans de politique austéritaire menée par Alberto Fernandez et le FMI, on a assisté à une dégradation très profonde des conditions de vie de la population, qui a été soutenue et accordée et décidée et discutée par les bureaucraties syndicales. Et ça, c'est une question très importante donc pour comprendre un peu la situation actuelle, où vous avez un peu une Argentine qui est celle qui a peut-être un peu moins, même si tout le monde souffre en Argentine de la situation économique, mais un peu moins souffert de la situation économique, et donc qui a essayé de voter un peu plus de manière conservatrice, etc. Et l'autre, en fait, une partie de la base populaire historique du péronisme, qui en gros s'est faite défoncer par son gouvernement, quoi, et donc a commencé à chercher une alternative. Alors face à tout ça, pour essayer de comprendre, donc, la crise de 2001, je disais, a structuré un peu la division politique historique du pays. La crise commencée en 2017 a très fortement renforcé les politiques austéritaires sur la population. Et en fait, Milei, je passe assez vite, hein, c'est pour qu'on puisse discuter rapidement là, pour pas faire un topo très long. Milei s'est inséré dans cette crise. Milei, moi, j'étais en Argentine entre 2017 et 2019. Quand il passait à la télévision, c'était juste un fou, quoi. C'était un fou, un économiste un peu bizarre avec ses cheveux et tout. Tous les journalistes se moquaient de lui. Enfin, c'était un sketch, quoi. Le truc, c'est que Milei, il est soutenu par des patrons extrêmement importants en Argentine et qui, on va dire, le voient comme une possibilité de pouvoir refermer la structuration de la situation politique d'après 2001. En gros, en finir avec la division kirchnerisme et macrisme et pouvoir reconstruire un nouveau projet politique hégémonique basé sur une forme d'ultralibéralisme, de néolibéralisme très dur, de reconversion du pays à la production, à l'extractivisme minier, à la production agricole, etc., etc. Et plus du tout au secteur de la classe ouvrière qui s'était constitué donc, dans le pays. Par exemple, l'Argentine, c'est là où on produit énormément de lithium, avec dans le triangle du lithium avec le Chili et la Bolivie. Donc vous voyez, Milei, il s'insère là-dedans. Et lui, la promesse qu'il fait, en gros, c'est de dire on va en finir avec la caste, on va en finir avec la partie de la population qui a le moins souffert de la situation économique, et on va passer la tronçonneuse, donc détruire des services publics, le mixeur, donc utiliser l'inflation pour détruire les salaires qui sont notamment dans les secteurs de la classe ouvrière un peu plus accommodés, etc. Et tout ça avec un discours à la fois négationniste des crimes de la dictature des années 70 et une tentative de même réhabilitation des secteurs de la dictature, de l'armée, etc., etc. Et donc voilà, un peu ce projet politique qui s'est constitué là-dessus, avec la chance qu'il a trouvée, entre guillemets, dans ces situations, d'avoir en face de lui des secteurs du péronisme qui, d'un côté, ont cherché à se constituer comme des secteurs de dialogue avec lui. Il a lui-même dans sa coalition une alliance avec, d'un côté, Macri, qui est la droite traditionnelle historique en Argentine, et de l'autre, une partie de l'extrême droite, on verra après, qui est sa vice-présidente, en gros, Villarruel, qui est une fille de militaire, avocate de militaires génocidaires, etc., etc., quoi. Donc c'est vraiment une version encore plus à droite que lui à ce niveau-là. Et donc, il a trouvé, en fait, à l'arrivée au pouvoir, en fait, une partie du péronisme, notamment le péronisme le plus à droite, qui était disposé à dialoguer avec lui et à préparer un projet politique d'alliance pour mettre en place son plan économique. L'autre chose, c'est qu'il a trouvé dans les bureaucraties syndicales un potentiel, pas allié quand même pas, mais en tout cas un potentiel point sur lequel s'appuyer pour construire la passivité des masses populaires en Argentine. Et donc il faut bien comprendre que, parce qu'en fait c'est assez marrant parce qu'on a appelé ce topo lutte contre l'extrême droite, mais spoiler, il n'y a pas beaucoup de lutte actuellement en Argentine, mais on va le voir, c'est un problème stratégique central et qui est grandement lié au rôle à la fois du péronisme et des bureaucraties syndicales comme frein politique à l'organisation des masses face au plan austéritaire qui est extrêmement dur, qui est en train de mettre en place Milei. Et voilà, et je te laisse peut-être continuer sur la suite de la situation. Oui. Bon, du coup, comme disait Julien, il a plus expliqué comment on est arrivé là. Un peu, je pense que c'était important d'avoir quelques éléments de contexte parce que c'est vrai que
souvent dans une université d'été comme ça, on fait un topo sur un pays et je veux dire c'est important, surtout à mon avis, d'essayer de se donner les clés d'analyse pour qu'après chacun puisse, dans son quotidien, y compris suivre avec le réseau international de journaux qu'on a, la situation politique en Argentine et ça donne les clés. C'est aussi ça l'idée de l'atelier. Mais bon, aujourd'hui, on est dans une situation qui est transitoire un petit peu en Argentine, puisque à la fois, il y a eu cette élection du gouvernement de Milei sur la base en fait de la défaite, de la crise très très importante que subit le péronisme et de la désillusion importante qu'ont subi les gens après le gouvernement de Fernandez. Mais on est dans une situation qui est transitoire. Pourquoi ? Parce que à la fois le gouvernement Milei, il peut pas. En fait, le gouvernement Milei, il est dans une situation où à la fois il est faible du point de vue de ses alliances en fait avec différents secteurs pour pouvoir gouverner, parce que même s'il a des alliances avec le PRO et avec certains secteurs de la droite du péronisme. Il faut savoir que l'Argentine, c'est un État fédéral, on dit. Et donc, du coup, il y a plein de choses. Par exemple, actuellement, il y a une loi qui s'appelle le RIGI qui va mettre en place en fait, plus d'extractivisme notamment, qui doit passer en fait, dans chaque État fédéral. Donc, en fait, ça veut dire que lui, il ne peut pas juste la passer nationalement de manière forceur, quoi. Il doit en fait voir pour faire des alliances politiques, etc., avec la contradiction que le parti de Milei, la Libertad Avanza, c'est un parti qui n'a aucun député locaux. Enfin, les gens localement ne le connaissent pas, le député local du coin, etc. Ce n'est pas une organisation qui a un ancrage territorial loin de là, c'est vraiment un arriviste, Milei. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, le gouvernement est faible dans sa capacité à pouvoir passer en force sur un certain nombre d'attaques, etc. Une autre chose qui montre la faiblesse du gouvernement, c'est, il y a le plan qu'a fait Milei avec 150 000 attaques sur le droit du travail, sur les droits démocratiques, sur les droits de manifester, etc. Et par exemple, je voulais prendre cet exemple-là de l'interdiction de manifester. C'est comme si, en fait, il y a un protocole qui a été mis en place avec la ministre de l'Intérieur Bullrich pour interdire en gros de manifester, c'est-à-dire qu'avant tu pouvais manifester dans la rue comme pour bloquer la rue, parce que le principe d'une manifestation c'est un peu de se montrer et de montrer que tu peux bloquer quelque chose, et en gros maintenant ils veulent mettre les manifestations sur le trottoir, et en fait en fonction de la situation, vous avez sûrement vu plusieurs journées de lutte et tout depuis le début des 7-8 mois maintenant du gouvernement de Milei, ça se voit que le protocole, le gouvernement il a du mal à le faire appliquer de manière concrète, parce qu'en fait les gens manifestent de fait dans la rue et prennent la rue malgré le protocole. Donc ça c'est un exemple. Et par exemple autour des la dernière loi que le gouvernement a réussi à faire passer, qui est la principale loi que Milei a réussi à faire passer, qui est une loi autoritaire qui s'appelle la Ley Bases, il y a eu énormément de manifestations, certes petites, et je vais y revenir, devant le Parlement, devant le Congrès et tout, qui ont été fortement réprimés, avec beaucoup de gens qui ont été en garde à vue, sauf que c'est des gens qui restent en garde à vue pendant plusieurs semaines en Argentine, c'est pas comme ici. Et en fait, le gouvernement, il a à la fois réussi à passer la loi, donc c'est une victoire politique, mais c'est une victoire politique partielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens ont réussi à manifester, donc en fait, il n'a pas réussi à appliquer son protocole répressif, mais y compris parce que en fait, la répression brutale et l'incarcération de plusieurs dizaines de personnes a suscité une campagne politique très importante que notamment nos camarades ont impulsée, avec une tribune qui a été signée par des milliers de personnes, et y compris des représentants de la gauche du péronisme que nous, on a forcé à se positionner contre la répression. Donc vous voyez qu'en fait, chaque move que fait Milei est contradictoire, parce qu'à la fois, évidemment, il avance sur un certain nombre d'attaques contre la classe ouvrière et contre les droits sociaux et démocratiques, et en même temps, il y a une réaction, mais qui n'est pas encore à la hauteur, évidemment, de ce qu'il faudrait pour pouvoir répondre au plan d'ensemble. Un autre exemple de ça, c'est par exemple le projet de Milei sur l'éducation publique. Milei, il voulait remettre en cause quelque chose qui est très important en Argentine, c'est le fait que, jusqu'ici, à l'inverse de l'ensemble, par exemple, du Chili, qui a été néolibéralisé il y a très longtemps, il faut payer une blinde l'université, elle est publique. Donc évidemment, les étudiants doivent travailler pour financer leurs études, etc. Mais c'est un droit qui est très très important, qui a été conquis. Et quand Milei a voulu remettre ça en cause, il y a eu 1 million de personnes qui sont descendues dans la rue, des étudiants, mais y compris beaucoup de secteurs des classes moyennes et de la petite bourgeoisie qui sont descendus pour dire non, ça t'y touche pas. Et Milei, il n'a pas pu aller plus loin, parce qu'en fait, c'est dans ce sens-là que la situation, elle est un peu en balance, elle est un peu transitoire, et où les différentes expressions de lutte qu'il y a eu, elles sont très contenues par les différentes directions syndicales des différents secteurs
qui sont dirigés par le péronisme, comme expliquait Julien, et en même temps, il y a des réactions à des moments un peu clés. Bon, il y a la question de l'éducation publique, il y a eu la question de la répression, qui montre en fait que le gouvernement, il est faible d'un certain point de vue, dans le sens où il n'a pas la capacité d'avancer comme il avait prévu, comme un bulldozer, sur l'ensemble des droits sociaux et des droits démocratiques. Ça, c'est évidemment un autre exemple de ça pour donner un peu une idée. C'est la question des licenciements. En ce moment, ce qui est très brutal, c'est que le patronat, il avance avec un certain nombre de plans de licenciement, mais qui viennent aussi de l'État. Ils sont en train de supprimer des ministères. Donc, en fait, évidemment, tu supprimes plein de fonctionnaires et de travailleurs de tel et tel ministère. Mais ils ne peuvent pas supprimer 350 postes d'un coup. Donc, en fait, ils le font. Genre, le mec, il arrive tous les jours et il supprime 2 postes par jour et il licencie 2 personnes de chaque service différent par jour. À la fois, évidemment, pour empêcher toute coordination et lutte collective, parce que si tous les jours tu te chies dessus parce que c'est toi qui vas te faire licencier, tu vas pas aller voir ton voisin pour t'organiser, parce qu'en fait ça va peut-être te tomber dessus le lendemain. Mais ça montre aussi d'une certaine manière une incapacité du gouvernement à aller jusqu'au bout en fait de ces velléités. Bon, si la situation elle est transitoire, il y a une analyse d'un sociologue argentin dont j'ai oublié le nom, que les camarades reprennent pas mal, c'est parce que la question clé dans la situation politique argentine, c'est que vont faire les 44% de personnes qui n'ont pas voté Milei au second tour et qui se sont opposées en votant pour le candidat péroniste qui avait en face, Massa, à la politique d'extrême, enfin en tout cas qui ont exprimé à travers leur vote un rejet du moins de Milei, au-delà de ce qu'on pense ou pas de Massa. Pour le moment, ces gens, ils ne sont pas en train de sortir tous les jours dans la rue contre l'extrême droite ou de s'organiser contre l'ensemble des plans que prouvait le gouvernement. Et en même temps, la crise sociale et économique, comme expliquait Julien, elle s'approfondit et le gouvernement est très faible d'un point de vue institutionnel, mais aussi social. Nous, dans ce contexte-là, pour dire un peu le rôle et les tâches qu'ont les camarades du PTS en Argentine, bon, c'est une organisation politique qui a essayé depuis le début, évidemment, de l'arrivée de Milei au pouvoir, d'être en première ligne de toutes les luttes qui émergeaient contre le gouvernement, en faisant le pari, en fait, dans chaque lutte, de pouvoir essayer de la mener le plus loin possible, avec une interpellation importante des directions syndicales qui ont appelé à des journées isolées, n'ont pas voulu, par exemple, ça a été une bataille politique très importante, d'imposer comme un problème politique la question de la libération des prisonniers politiques après les manifestations de la Ley Basse. Ça a été un problème politique d'imposer aux différentes directions syndicales comment est-ce qu'on va continuer la lutte contre l'éducation publique, parce que vous voyez bien qu'une journée avec 1 million de personnes dans la rue, ça fait reculer le gouvernement, mais pour combien de temps? Et c'est une attaque qui encore plane en fait au-dessus des universités. Donc du coup, nous, l'organisation du PTS, elle a évidemment un rôle clé dans dans l'organisation en fait de ces petites avant-gardes qui surgissent en fait dans différents secteurs. Actuellement, le truc important à suivre, c'est la lutte contre les licenciements, comme je disais, avec la particularité et l'enjeu d'unifier les différents secteurs de la classe qui sont touchés, puisqu'il y a des licenciements dans les hôpitaux, il y a des licenciements dans l'aéronautique, il y a des licenciements dans les entreprises du pneumatique, et évidemment, ce sont des luttes qui sont très décoordonnées, et donc du coup, nous, notamment, à partir des camarades de l'hôpital, il s'appelle l'hôpital Posada à Buenos Aires, on a impulsé une coordination de ces différents secteurs qui sont en lutte pour les licenciements et organisé une manifestation commune pour relier le problème des licenciements dans chaque entreprise à la situation économique plus générale dans le pays, et y compris demander la question de la répartition du temps de travail, c'est-à-dire en fait à la fois pour dire que toutes les personnes qui sont au chômage actuellement et en même temps les gens qui ont des cadences infernales ne devraient pas se retrouver dans cette situation, et que si on partageait le temps de travail entre toutes et tous, il n'y aurait plus de chômage en Argentine. Ça, c'est quelque chose qui est très important et c'est une campagne politique que les camarades mènent. On a gagné plusieurs réintégrations et même de plusieurs dizaines de travailleurs, que ce soit à l'hôpital ou dans les travailleurs de l'État. Et donc du coup voilà, cette situation elle est encore en cours, pour le dire comme ça. Après, la discussion aussi qui est intéressante pour nous pour réfléchir ici, et y compris pour faire des ponts avec la situation française ou pour essayer de s'intéresser un peu aux tâches qu'ont nos camarades là-bas, c'est que vous voyez que nous, nos camarades, ils sont en train aussi d'essayer de s'insérer dans ce débat politique qui est très important en Argentine sur la crise du péronisme qu'a raconté un petit peu Julien. Pourquoi il y a une crise du péronisme? Parce qu'en fait tout le monde est en train de tirer parce qu'il y a eu un gouvernement qui a précarisé la population, etc., et qui a mené à Milei, mais y compris parce que tout le monde est en train de tirer un bilan de ce gouvernement de Alberto.
il y a beaucoup de variantes du péronisme, mais pour vous donner une idée, il y a des gens dans le péronisme, comme par exemple Moreno, qui vont dire le gouvernement d'Alberto, en gros, le problème, c'est qu'il a trop parlé de féminisme, c'est qu'il a trop parlé de droits sociaux, etc. Et donc, en gros, il faut revenir sur tout ça, c'est des conneries. Et en gros, il tire un bilan, pour le dire comme ça, sur la droite des différents acquis sociaux qui, certes, ont été mis en place par le gouvernement de Fernandez. De l'autre côté, on a des secteurs du péronisme qui essayent, en fait, de dire en gros, comme Grabois par exemple, bon, peut-être ça vous parle pas, mais c'est un mec un peu plus à gauche dans le péronisme, qui va essayer d'incarner une gauche du péronisme, mais même s'il ne va pas dire que le bilan, il ne va pas jusqu'à dire le même bilan que Moreno, mais la perspective qu'il propose, en réalité, c'est de continuer à faire, et il revendique beaucoup d'ailleurs le nouveau Front populaire d'ici, un nouveau front, avant c'était le Frente de Todos, qui était une alliance entre différents secteurs du péronisme, et revendique en gros un nouveau Frente de Todos, mais avec quelques-uns en moins et quelques-uns en plus. Donc en gros, il tire un bilan en disant oui, on n'a pas assez mis en place, oui c'est vrai, il y a de la précarité, etc. Mais la perspective politique qu'ils ont, et quand on regarde leur programme politique, leur perspective, etc., c'est relativement le même projet, dans le sens où ça bloque et ça reste une Argentine enchaînée en fait au projet du FMI. Par exemple, Grabois ne se propose pas d'être une force politique qui revendique la fin de toutes enfin voilà, la fin des actes avec le FMI, et ça c'est quelque chose qui est important puisque c'est une des principales causes aujourd'hui de la précarité structurelle et de la dette qui pèse sur le pays et sur les services publics en Argentine, mais y compris il ne tire pas le bilan des politiques, y compris plus droitières, qu'a mené le gouvernement de Fernandez. Un autre exemple de ça qui est intéressant, c'est que notre organisation, elle est très liée aux secteurs, même s'ils sont petits, qui ont lutté, y compris, et qui ont fait une expérience très dure avec le gouvernement de Fernandez. Je prends un exemple, mais parce qu'il est important, et c'est vraiment une école de guerre, un peu comme le film qu'on a vu hier sur Nozer, c'est la lutte des personnes de Guernica, que c'est un endroit dans la banlieue de Buenos Aires, qui luttaient pour leur habitat, tout simplement. C'était une occupation de terrain de personnes qui n'avaient pas de maison et qui avaient besoin d'occuper le terrain pour pouvoir avoir une maison, et qui ont construit des maisons faites de rien, comme un bidonville, je crois qu'on dit ici. Et du coup, il y avait une lutte parce que le gouverneur, qui est un péroniste, s'appelle Kicillof, de la province, il voulait leur reprendre les terres, et donc ça a été un affrontement très très important physique avec la police, avec une répression très brutale de ces familles qui vivaient là. Et cet affrontement, il a été important. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, il a montré en fait à quel point ce Kicillof, qui se présente un peu comme justement aussi avec Grabois, le nouveau représentant du péronisme, etc., a réprimé brutalement en fait des gens qui voulaient tout simplement avoir où vivre. En plus, je crois que c'était pour construire un terrain de golf ou un truc comme ça, quoi, à la place de la maison des gens. Donc c'était vraiment brutal. Mais y compris, ce qui est intéressant, c'est que ces femmes-là et ces familles, elles ont continué à s'organiser, et elles ont des assemblées quotidiennes en fait pour s'organiser, pour pouvoir avoir un toit et tout. Et nous, on a une camarade du coup qui est militante aussi au PTS, qui est dans cette assemblée-là et qui a fait partie de cette lutte-là, qui raconte qu'en fait dans l'assemblée, c'est assez graphique les différents secteurs qu'on peut trouver. Il y a des gens en fait qui ont voté Milei, parce qu'en fait ils se sont dit, si le péronisme me réprime, en fait, moi, je vais tester Milei. C'est un discours qu'on peut entendre dans d'autres pays du monde pour justifier le vote à l'extrême droite. Il y a des gens qui sont des votants du FIT. Le FIT, c'est le front électoral que nous, on a fait avec le reste de l'extrême gauche. Je vais y revenir. Et il y a des gens qui étaient péronistes, mais qui ne savent plus trop de quel type de péronisme ils sont et où est-ce qu'ils vont aller. Et donc, en fait, c'est intéressant. Pourquoi je raconte cette histoire ? Parce qu'en fait, c'est ça, le défi central qu'ont les camarades actuellement, c'est de se positionner, en fait, face à une extrême droite qui essaye de se vendre avec tout un discours idéologique très important sur le fait que tu peux tout seul, avec une... Enfin, je veux dire, Milei, il est anarcho-capitaliste, il dit aux gens qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, avec un discours très réactionnaire sur les femmes et tout, et très, très libéral. À la fois, tu as le péronisme qui essaye de te réchauffer des vieux plats et qui n'a pas vraiment de projet en positif à te présenter, et qui est dans une crise importante. Et c'est dans ce contexte-là que nous, on peut proposer une alternative qui soit différente que celle du péronisme, et qui soit différente évidemment que celle de Milei.
Et que ça, c'est une opportunité qui est totalement nouvelle pour notre organisation en Argentine. Donc voilà, je voulais un peu exemplifier cette opportunité stratégique un peu qu'a le PTS et le fait qu'on est en train de dialoguer en fait avec ces différents secteurs. Un autre exemple peut-être pour exemplifier ce truc-là, c'est la question du féminisme dont disait un peu Julien. Nous, on faisait l'hypothèse de dire ça va avoir des conséquences, l'institutionnalisation du mouvement féministe. C'est-à-dire qu'en Argentine, il y a eu un mouvement avec des millions de personnes dans la rue qui a réussi à arracher le droit à l'avortement du gouvernement, qui est une conquête historique en fait pour la population en Argentine. Mais qu'est-ce qu'a fait le gouvernement en même temps que de donner ça? Il a créé un ministère des femmes et des personnes et des minorités et tout. Et qu'est-ce que ça a eu ça comme conséquence? Ça a démobilisé évidemment les différentes assemblées qui pouvaient se tenir, les marches et tout, mais surtout, à échelle large, ça a rattaché l'idée du féminisme à l'État. C'est-à-dire qu'en gros, comme l'État disait, le mec s'appelle Alberto, carrément les gens l'appelaient Alberta, pour dire qu'il était féministe. Enfin, c'était un niveau de, en gros, le féminisme, c'est le gouvernement. Et ça, pourquoi ça a des conséquences? Parce que du coup, quand le gouvernement te précarise et quand le gouvernement te déçoit, toi, tu vas rejeter le féminisme. Et quand tu as Milei qui vient et qui te dit que le féminisme, il est allé trop loin, que en fait, il ne faut pas dire pas une de moins, comme on dit, ni una menos, mais il faut dire pas un de moins, parce qu'en fait, il y a aussi des violences soi-disant structurelles faites aux hommes, etc., etc. Il arrive à avoir une écoute. Pourquoi? Parce que la seule voix qu'a le féminisme, c'est Alberto Fernandez. Et donc, du coup, ça, c'est un problème stratégique pour un féminisme de classe, un féminisme révolutionnaire. Si le seul féminisme et la seule voix qu'a le féminisme, c'est le féminisme de gouvernement et de ministère. Et cette crise-là, nous, on l'a discutée et elle a explosé autour d'un scandale puisque Fernandez a été accusé et s'est avéré par son ancienne femme d'abus, d'agression sexuelle, d'agression psychologique et tout. La meuf l'a dit, il a démenti, ensuite il y a des photos qui sont sorties et tout le péronisme le défend. Tout le péronisme dit c'est vrai que c'est pas ouf ce qu'il a fait. Enfin, il y en a qui le défendent totalement, mais il y en a qui disent c'est vrai que c'est pas ouf qu'il a fait, mais dans tous les cas, vous auriez voté pour qui en gros, vous auriez préféré quoi? Et vous voyez, et bon, ça à la limite c'est une chose, mais le pire, c'est que ces gens-là disent, le pire, c'est que Milei, évidemment, utilise cette situation et c'est dur à croire, mais oui, il y a des ministres de Milei qui se sont dit féministes dans les derniers jours pour pouvoir taper sur Fernandez, en disant voilà, on vous l'avait dit, c'était un pourri, donc en plus il maltraite sa femme, ce qui est quand même fort en chocolat pour quelqu'un qui avait lancé carrément un hashtag sur les réseaux sociaux en disant pas un de moi quand on connaît l'horrible personnage de Milei. Mais face à ça, si vous voulez, la réaction du péronisme, de ce qui est censé être l'opposition, c'est de dire en fait, c'est comme s'il ne fallait plus parler de ces sujets-là, parce que vous voyez que ces sujets-là, ils font avancer la droite. En gros, il ne faut plus parler du féminisme, il ne faut plus parler des violences sexistes et sexuelles, des violences faites aux femmes, parce qu'au final, ça va faire avancer la droite, et que nous, d'abord, il faudrait genre qu'on lave notre linge dans notre propre camp, etc., etc. Nous, on ne pense pas du tout que c'est la solution par rapport à l'extrême droite, évidemment. Et du coup, nos camarades, elles sont en train de préparer. Là, il va y avoir une rencontre du mouvement féministe en octobre. Et elles sont en train de préparer, nos camarades de Dupin et des Roses, là-bas, un bilan de l'ensemble des politiques du gouvernement de Fernandez et essayer de reconstruire un féminisme qui est indépendant de l'État, puisque vous voyez que le fait que le mouvement féministe et le féminisme comme idée, de manière assez large et générale, soient reliés à l'État, aujourd'hui, ça a des conséquences, et y compris dans de larges franges de la population, comme ça peut arriver ici, et je tease mon topo demain sur les violences sexistes et sexuelles, de gens qui disent que le féminisme est allé trop loin, etc., et qui prospèrent en fait sur ces échecs des différents gouvernements de gauche. Bon, je voulais prendre cet exemple parce que je le trouve parlant, mais pour terminer et peut-être passer à la discussion, comme je le disais, nous, on est une organisation qui du coup fait partie d'un front électoral, mais qui sert aussi dans les luttes avec d'autres organisations de l'extrême gauche que sont globalement le PO et le MST, et qui essayent de construire en fait un pôle d'indépendance de classe dans les différentes élections. Indépendance de classe, ça veut dire quoi? Ça veut dire demander la rupture avec le FMI, demander le partage du temps de travail et revendiquer des propositions anticapitalistes face justement à une gauche, dans un certain sens péroniste, qui propose seulement d'autres types d'options pour la bourgeoisie nationale, comme l'a expliqué Julien. Ce front, il a réussi à avoir 1 200 000
voix aux dernières élections législatives. Donc du coup, c'est quand même une force politique importante dans le pays, avec des référents qui peuvent en fait faire arriver des idées à un certain nombre de gens, etc. Et du coup, on essaye, à travers ces différents députés révolutionnaires, de faire entendre cette voix-là et d'offrir une autre alternative aux classes populaires en Argentine. Et on a plusieurs tâches face à ça. Batailler en fait toutes les options du péronisme qui veulent réchauffer ce projet politique qui a déjà eu une expérience avec le gouvernement Fernandez et avec d'autres gouvernements, essayer de construire l'unité des différents secteurs en lutte et dans l'objectif stratégique de construire l'unité de la classe ouvrière pour pouvoir s'affronter au péronisme, que ce soit contre toutes les divisions, que ce soit entre les secteurs licenciés, pas licenciés, mais y compris entre les différents secteurs opprimés, comme je l'expliquais, avec l'exemple du féminisme. Et voilà, c'est plus ou moins ça le gros défi du PTS en ce moment, et je vais m'arrêter là et je vous laisse intervenir.